Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la formation d'une nouvelle puissance militaire et politique. Le Brandebourg, puis la Prusse, se hissent en l'espace de quelques années au rang de grande puissance en Europe, dont le roi Frédéric II le Grand est le grand artisan de cette nouvelle puissance. Vous voulez en savoir plus sur le royaume de Prusse? Venez avec moi. Quelle journée que ce 18 janvier 1701. Quel grand jour pour Fritz le Bosco, comme les Berlinois surnomment affectueusement leur bossu d'électeurs. Depuis longtemps déjà, Frédéric III, électeur de Brandebourg, ambitionne de ceindre son auguste chef de l'emblème de la royauté. Voilà que son rêve devient enfin réalité. Il pose la fameuse couronne d'abord sur sa tête, puis sur celle de son épouse Sophie Charlotte, dans la grande salle d'audience du château de l'ordre teutonique de Königsberg. L'électeur de Brandebourg était enfin au bout de ses peines. N'avait-il pas chevauché 12 jours à travers le froid glacial et la neige pour relier les 600 kilomètres séparant Berlin de sa ville natale, sans compter les 6 millions de thalers qu'il avait investis dans le rêve de sa vie? Mais pourquoi tous ces efforts? Les traités de Westphalie, qui en 1648 marquent la fin de la guerre de 30 ans, ébranlent les structures mêmes du pouvoir du Saint-Empire romain germanique. L'empereur voit son autorité considérablement affaiblie, tandis que celle des seigneurs en sort sensiblement renforcée. Plus d'un potentat allemand se prit alors à rêver de devenir roi, titre que l'empereur demeurait le seul à pouvoir décerner. Frédéric III fut l'un de ces souverains ambitieux. L'empereur Léopold Ier lui fait payer au prix fort son ascension dans la hiérarchie nobiliaire. En plus des 6 millions de thalers, il exige que le Brandebourg envoie des troupes prendre part à la guerre de succession d'Espagne, au prix de lourdes pertes. Mais il en aurait fallu plus pour assombrir l'humeur du jeune roi, désormais Frédéric Ier. La seule ombre au tableau de son bonheur royal était d'ordre sémantique. La Prusse occidentale appartenait en effet encore à la Pologne, ce qui lui interdisait de s'appeler roi de Prusse. Il dut se contenter du titre de roi en Prusse. Le mot Prusse ne tarde pourtant pas à s'imposer pour désigner l'ensemble de l'État. Si elle ne lui avait guère fait gagner de pouvoir, l'ascension à la couronne royale accrut considérablement son prestige, fait office de lien puissant pour regrouper les parties dispersées de son territoire et faire naître pour la première fois un véritable sentiment d'appartenance nationale chez l'ensemble des sujets, qu'ils furent du duché de Clèves, des comtés de Mark ou de Ravensberg, à l'ouest du Brandebourg ou même de Prusse orientale. Jusqu'à sa mort en 1713, le roi Frédéric Ier fut beaucoup moins enclin à gouverner qu'à représenter. Il laisse les affaires de l'État à ses ministres et fut un authentique souverain de l'ère baroque, se complaisant dans son rôle de protecteur des arts et des sciences. La fondation de l'université de Halle en 1694 fut suivie 2 ans plus tard par celle de l'Académie des Beaux-Arts, dont la direction fut confiée à l'architecte de la cour, Andreas Schlöter. Le vide abyssal des caisses de l'État n'empêchera pas le roi de créer enfin une Académie des sciences en 1700. Son fils Frédéric Guillaume Ier, qui monte sur le trône à l'âge de 25 ans, entraîne un changement de cap radical. Les funérailles grandioses de son père fut le dernier avatar de la pompe baroque et de la folie dilapidatrice qui avait régné à la cour de Berlin. Sa célèbre politique de réduction des dépenses publiques vit non seulement la dissolution de la majeure partie de la cour, mais aussi la réduction à la proportion congrue de la part du budget alloué aux artistes et aux savants. Cette stricte politique d'austérité permet à Frédéric Guillaume Ier d'épurer tout d'abord les finances d'un État fortement endetté. L'une de ses principales mesures fut la création en 1723 du Directoire supérieur, sorte d'autorité administrative centrale chargée notamment des finances. C'est elle qui perçoit toutes les recettes de l'État et décidait des dépenses. Sa bonne marche ne fut possible que grâce à une fonction publique efficace et consciencieuse, faisant passer le service de l'État avant ses intérêts propres. Les postes ne furent donc plus attribués au regard de l'origine sociale du candidat, mais bien plutôt à ses aptitudes.
Mais il fallut plus que de simples mesures d'économie si draconiennes fussent-elles, et qu'une administration efficace pour épurer totalement les finances de l'État. Frédéric Guillaume Ier eut tout autant à cœur d'augmenter les recettes publiques. Le roi ne mise pourtant pas uniquement sur l'augmentation des prélèvements. Non seulement il parvient à créer une industrie drapière florissante, mais il mit aussi en branle ce que l'on appelle la colonisation intérieure, qui consiste à cultiver les surfaces en friche et à remettre en exploitation les fermes désertées, de sorte que la Prusse, longtemps considérée comme simple sablière de l'Empire, devient progressivement un État verdoyant et prospère. Le roi offre aussi l'asile en Prusse orientale à quelques 15 000 protestants autrichiens chassés en 1732 par le prince archevêque de Salzbourg. La majeure partie des recettes publiques sert à la création de l'armée du Brandebourg prusse, infanterie régulière et mobilisable à tout moment. Frédéric Guillaume Ier avait vécu jeune homme le début de la guerre scandinave. Il n'avait pas oublié que des troupes étrangères avaient traversé, au mépris du droit, le Brandebourg pourtant neutre, sans qu'on pût lui opposer aucune résistance. Il était donc bien placé pour savoir qu'à défaut d'une armée forte, la Prusse ne deviendrait jamais un État qui fût pris au sérieux et eut voix au chapitre dans le concert des grandes nations d'Europe. Il se consacre donc aux questions militaires dès le début de son règne et entreprend avec détermination de créer de nouveaux régiments. C'est ainsi que les effectifs passent de 38 000 à 85 000 hommes et que la Prusse se hisse au troisième rang des puissances militaires européennes. L'armée prussienne fut bientôt célèbre et décriée pour la stricte discipline à laquelle elle soumet ses hommes, qui ne diffèrent en réalité guère de celle des autres cours européennes. Les soldats étaient certes formés à la dure, mais quiconque portait l'uniforme bleu de Sa Majesté jouissait aussi d'un grand prestige dans la population, d'autant que Frédéric Guillaume Ier ne se montrait lui-même que dans sa tenue militaire. Le roi de Prusse avait une préférence pour les soldats de grande taille, ces grands gaillards, lui si économes, par ailleurs, gratifiés d'une solde pouvant atteindre 5000 thalers, quiconque dépassait les 1,90 m. Lorsque le tsar Pierre le Grand met à sa disposition 55 de ses colosses, Frédéric Guillaume Ier lui offre la précieuse salle dite de Bernstein, que son père avait fait aménager au château de Berlin. Son goût des choses militaires vaut donc à Frédéric Guillaume Ier le surnom de roi sergent. Bien que son immense armée n'eût servi qu'une seule fois pendant toute la durée de son règne, lors de la guerre du Nord, la Prusse se range aux côtés de la Russie, gagnant ainsi la Porémanie orientale tant convoitée, ainsi que les villes de Strenten. Frédéric Guillaume Ier ne fait valoir aucune autre prétention sur une terre étrangère et s'abstient aussi de mettre ses soldats, ses chers enfants tout bleus, à la disposition d'une tierce puissance, comme l'avait fait son père Frédéric Ier, pour acheter la couronne royale. Le roi sergent meurt le 31 mai 1740, laissant à son fils, le futur Frédéric II, un état stable, une armée extrêmement bien formée, des caisses publiques pleines à craquer. Tous les espoirs des sujets reposent sur leur jeune roi. Un homme aussi versé dans la musique et les belles lettres ne pouvait faire qu'un monarque éclairé qui régnerait dans la paix. Ses attentes semblent tout d'abord se réaliser. Frédéric II abolit la torture dans les procédures pénales, ordonne la réouverture de l'Académie des sciences, le recrutement dans l'armée prussienne de 10 000 soldats supplémentaires, n'augurait pourtant rien de bon. Le 20 octobre 1740 meurt soudainement l'empereur germanique Charles VI. L'événement suscite une vive émotion à travers l'Europe, car la succession, telle qu'il l'avait prévue, était on ne peut plus controversée. L'empereur, qui ne laisse en effet aucun héritier mâle, avait dès 1713 proclamé la pragmatique sanction, la loi relative à la maison de Habsbourg, qui faisait de tout descendant direct, quel que soit son sexe, un prétendant légitime au trône. Or, Charles VI n'avait qu'une fille, l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche. Encore reste-t-il à voir si la pragmatique sanction serait acceptée dans les faits par les maisons royales d'Europe. Chacun savait bien que ni le roi d'Espagne, Philippe V, ni l'électeur de Bavière, Charles Albert, ne le reconnaissaient. Tous deux prétendaient en effet eux-mêmes au trône impérial, argumentant des liens de sang qui les unissaient à la maison de Habsbourg.
Tout portait donc à craindre qu'ils n'eussent recours à la force pour s'emparer des terres de Marie-Thérèse d'Autriche. Or, Frédéric II fut le plus rapide. En décembre 1740, il envahit la Silésie, possession des Habsbourg, depuis 1526, si mal défendu qu'il n'eut aucune peine à l'occuper. Il se figure avoir la partie facile avec Marie-Thérèse. Comment une femme aurait-elle pu tenir tête au roi de Prusse? Et de fait, la jeune archiduchesse était dans une position délicate. Non seulement les alliés dignes de confiance lui faisaient défaut, mais l'Autriche était ruinée depuis les guerres contre les Ottomans. À cela s'ajoutait la controverse autour de la succession. Frédéric II lui proposait donc un marché, qu'elle renonce à la Silésie. Il lui apporterait sa voix lors de l'élection impériale. Mais le Prussien avait sous-estimé sa jeune interlocutrice. Marie-Thérèse lui oppose un non catégorique. C'est ainsi que commence la guerre de Silésie et de la succession d'Autriche, deux causes semblant perdues d'avance pour la jeune et intrépide monarque. Il fallut attendre la fin du mois de mars 1741 pour que les troupes autrichiennes attaquent la Prusse et soient battues à la bataille de Molswitz. La victoire de Frédéric II semble sceller la fin de la monarchie des Habsbourg. Le roi Louis XV s'allie en effet à la Prusse et les troupes françaises et bavaroises marchent de concert sur Prague. L'électeur de Bavière, Charles Albert de Wittelsbach, gendre de Joseph Ier, s'y fait proclamer roi de Bohême. En 1742, il était élu empereur du Saint-Empire romain germanique à Francfort sous le nom de Charles VII, devenant ainsi le premier empereur depuis la fin du Moyen-Âge qui ne fut pas de la maison des Habsbourg. La réaction de Marie-Thérèse ne se fait guère attendre. Elle s'assure du soutien militaire de la Hongrie et défie l'autorité de Charles VII, alors que celui-ci était encore à fêter son couronnement. Les troupes autrichiennes entrent dans Munich et, directement, ils occupent la Bavière tout entière. La Silésie échoue certes à la Prusse à l'occasion du traité de Breslau en 1742, mais Marie-Thérèse d'Autriche avait fait preuve de témérité. Elle reconquit la Hongrie, puis Prague. La Grande-Bretagne se rallie au camp des Habsbourg, tandis que la Saxe l'abandonne. Devant les victoires de Marie-Thérèse d'Autriche, le roi de Prusse se met à craindre pour ses propres conquêtes. L'invasion de la Bohême lui sert en 1744 de prétexte pour déclarer la seconde guerre de Silésie, qui met fin un an plus tard avec le traité de Dresde. La Prusse conserve certes la Silésie, mais rien de plus. Charles VII meurt en 1745 et son fils conclut avec les Habsbourg une paix séparée. Frédéric II se déclare alors prêt à reconnaître pour empereur l'époux de Marie-Thérèse d'Autriche, le duc François de Lorraine. La guerre de succession d'Autriche dure 3 ans encore avant que les puissances, à bout de force, ne signent la paix d'Aix-la-Chapelle. Frédéric II semblait s'être lassé de la guerre. Les années qui suivent le virent se retirer à son souci. Le château qu'il s'est fait construire à Potsdam et au nom duquel il fit honorer en y menant une vie de pure insouciance. Il avait enfin le temps de se consacrer à ses premières amours, la musique, la littérature, la philosophie, de jouer de sa chère flûte traversière et de recevoir à sa table les plus fins esprits de son temps. Voltaire fut ainsi longtemps l'hôte et l'interlocuteur préféré du roi de Prusse. Frédéric II ne délaisse pas pour autant les affaires internes de son royaume, qu'il avait eu tendance à négliger pendant toutes ces années de guerre. Soucieux de l'alimentation de sa population, alors en forte croissance, il ordonne en 1756 la culture de la pomme de terre et l'assèchement du marais de l'Odeur par décret royal. Il favorise les industries urbaines, les draperies surtout, et s'emploie à créer de nouvelles branches comme l'industrie de la soie ou la manufacture berlinoise de porcelaine. Frédéric II met aussi en œuvre une réforme de la justice, prend des mesures pour améliorer le niveau de l'instruction publique et de la formation des maîtres. Pour s'assurer en personne que ces consignes étaient bien suivies des faits, il entreprend de vastes tournées d'inspection à travers son royaume. Frédéric II fut ainsi le fondateur d'une nouvelle conception du pouvoir, le despotisme éclairé, que résume bien la formule « tout pour le peuple, rien par le peuple ». Pendant que le roi de Prusse passe les années paisibles sans souci, se trame dans son dos toutes sortes de désastres. Peu de temps après la paix de Dresde, Marie-Thérèse d'Autriche et la tsarine Élisabeth, que le roi de Prusse avait coutume d'appeler les jupons,
avait conclu une alliance défensive qui allait se révéler dangereuse pour la Prusse. C'est que Frédéric II redoutait le plus était en fait que l'Autriche ne parvienne à nouveau à attirer la Grande-Bretagne dans son camp. Rapprochement qu'il s'agissait d'empêcher à tout prix, au mépris du fait que l'alliance franco-prussienne déjà en place était contraire aux intérêts anglais. Frédéric II propose donc un nouvel accord au roi d'Angleterre, George II, qui fut signé en 1756 à Westminster. Le roi de Prusse ne se souciait visiblement pas de ce que la France eût pu se sentir dupée. N'était-elle pas en guerre contre la Grande-Bretagne dans les colonies ? Cette erreur d'appréciation lui fut fatale. Louis XV réplique aussitôt par une alliance défensive avec l'Autriche, à laquelle se rejoint la Russie et la Suède, et plus tard l'Espagne. Sans s'en douter, Frédéric II venait de mettre en branle un chamboulement complet des alliances européennes. Désormais, dos au mur, il opte pour la fuite en avant en provoquant ce que l'on appellera plus tard la guerre de 7 ans, et qu'il allait placer un temps la Prusse au bord du gouffre. En août 1756, l'armée prussienne entre en Saxe, terre restée neutre jusqu'alors. Frédéric II devient désormais l'agresseur aux yeux de l'opinion européenne. En occupant la Saxe, le roi cherche à l'empêcher de devenir terrain de déploiement pour les armées autrichiennes, et était donc convaincu d'agir en état de légitime défense. La Saxe capitule au bout de 6 semaines. Frédéric II obtient la monnaie de sa pièce. De défensive, l'alliance rassemblant l'Autriche, la France, la Russie, la Suède, l'Espagne devient offensive. Il s'agit de remettre l'arrogante Prusse à la place qui avait longtemps été la sienne, celle d'un petit État sans pouvoir. Malgré la nette supériorité numérique de son adversaire, Frédéric II parvient à lui tenir tête 7 longues années durant grâce à la qualité de ses forces armées et à ses alliances avec la Grande-Bretagne et le Portugal. Les hommes subirent un véritable calvaire pour leur roi, mais l'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait de défendre l'existence même de la Prusse. La fortune change soudain de camp. La défaite de Colline en juin 1757 fut suivie en novembre d'une victoire sur les Français à la bataille de Rosbach, puis un mois plus tard sur les Autrichiens à Leuthen. Le choc avec les troupes russes en août 1758 à Zondorf finit en bain de sang qui coûte la vie à 12 000 soldats prussiens. Frédéric II essuie 2 autres défaites cuisantes 2 mois plus tard à Hochkirch, puis à l'été 1759 à Kunendorf. L'avenir semble désormais bien sombre pour la Prusse, à moins bien sûr d'un miracle. Bien que décimés, les troupes se reconstituent bientôt, furent victorieux à Lögnitz en 1760 et survécurent tant bien que mal à une armée supplémentaire de conflits. C'est alors qu'arrive ce que Frédéric II lui-même décrit plus tard comme un miracle de la maison de Brandebourg. Le 5 janvier 1762, la tsarine Élisabeth Ier meurt. Son successeur, Pierre III, ardent admirateur du roi de Prusse, se retire aussitôt de l'alliance avec l'Autriche et conclut la paix avec Frédéric II. Espéré, tant qu'inespéré, le miracle avait eu lieu. L'épuisement généralisé contraint tous les États en lice à mettre fin à 7 années d'hostilité. Le traité d'Augsbourg, signé en 1763, officialise définitivement le rattachement de la Silésie à la Prusse. Frédéric II, que l'on appelle désormais le vieux Fritz, n'entendait donc guère plus qu'un statu quo, et pourtant la Prusse venait pour la première fois de son histoire de s'inviter au concert des grandes nations. Comme on l'a vu, le royaume de Prusse est un ancien État européen formé en 1701 et intégré en 1871 à l'Empire allemand, dont il est la composante principale. Il disparaît en 1918 lorsque l'Allemagne devient une république sous la République de Weimar. Le royaume de Prusse devient un État de rang européen sous le règne de Frédéric II, puis joue un rôle essentiel de 1792 à 1815 comme adversaire de la France, de 1815 à 1866 comme adversaire de l'Autriche, et en 1870-1871 à nouveau comme adversaire de la France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.